Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque lundi pour partager avec vous des informations pour votre bien-être. Et ce matin, on parle du fibrome utérin. Le fibrome utérin est une affection fréquente qui touche surtout les femmes après 30 ans. On estime qu'environ 30 à 50% des femmes de plus de 30 ans souffrent de cette maladie. Et bien, pour nous éclairer sur cette pathologie ce matin, je reçois pour vous dans ce studio Dr Rachel Allais, qui est gynécologue obstétricien, qui va bien sûr nous éclairer par rapport au fibrome utérin. Et le sujet, c'est déjà de savoir quand est-ce que la chirurgie intervient dans le cas du fibrome utérin. Dr Rachel Allais, bonjour. Bonjour Wanda. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et les activités, ça va? Ça va. Bienvenue à Radio Afrique Santé. Merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, je vous remercie de m'avoir invité ce matin pour échanger à propos du fibrome utérin qui est vraiment devenu un problème de santé publique. Merci, c'est nous qui vous remercions. Et déjà, pour commencer, la première question, c'est bien de savoir qu'est-ce que fibrome utérin? Alors, un fibrome utérin, c'est une tumeur qui se développe aux dépens des cellules du muscle utérin. Oui. L'utérus est composé de 3 parties. Il y a la cavité qu'on appelle l'endomètre. Oui. Il y a le muscle qui constitue l'épaisseur. Et il y a la séreuse, c'est comme une enveloppe qui recouvre l'utérus. Donc le fibrome, c'est une cellule au niveau du muscle qui se développe anormalement pour devenir comme une petite boule qu'on appelle fibrome utérin. Voilà, merci. C'est déjà de savoir qu'est-ce qui peut provoquer le fibrome utérin chez la femme. Alors ça, c'est une belle question parce que c'est la question que tout le monde se pose. Le fibrome utérin n'a pas de cause établie. Il n'y a pas une cause directe qu'on a retrouvée au fibrome utérin. D'accord. Mais il y a des facteurs qui peuvent favoriser la survenue de ce fibrome utérin. Oui. Et comme facteur favorisant, il y a l'hérédité. C'est-à-dire, si je suis une femme, si j'ai des fibromes utérins, il y a de fortes chances que ma fille ait des fibromes utérins. D'accord. Donc, il y a l'hérédité qui est un facteur favorisant. Il y a également la race noire. Dans la race noire, c'est 7 femmes sur 10, donc 70% des femmes ont le fibrome utérin. Contrairement à la race blanche, chez qui on a à peine 30% de fibrome utérin. C'est-à-dire que le fait d'être noir est un facteur de risque pour souffrir du fibrome. C'est ça. Ah bah Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on vous écoute. Alors, à part ça, il y a les facteurs hormonaux, c'est-à-dire, par exemple, les contraceptions hormonales, les traitements hormonaux. Par exemple, quand on a un cancer du sein, on peut faire des traitements hormonaux, etc. Ces traitements hormonaux peuvent favoriser la survenue de fibrome utérin. Okay. Tout ce qui est hormonal, parce que le fibrome utérin est sensible aux oestrogènes et à la progestérone. Donc, tout ce qui est hormonal, les contraceptifs, les traitements hormonaux et même la grossesse. Parce que la grossesse, c'est 9 mois de progestérone à forte dose, en fait. Donc, tous ces facteurs peuvent être des facteurs qui peuvent favoriser la survenue de fibrome. Bien, merci. Et déjà, quels sont les symptômes? Quels sont ces signes-là, quand même, qui vont permettre à la femme de savoir que oui, est-ce que je ne suis pas en train de faire un fibrome utérin? Ok. Ben, habituellement, le fibrome utérin n'a pas de symptômes. Habituellement. C'est-à-dire que c'est la plupart du temps asymptomatique. Et de découverte fortuite, c'est-à-dire que la patiente vient pour autre chose,
peut-être autre chose, une consultation de routine ou bien une infection, une douleur, etc. Elle vient pour autre chose. Et en faisant une échographie, on constate qu'elle a un fibrome. La plupart du temps, c'est ça. Mais c'est vrai que parfois, elle peut venir directement pour les symptômes qui sont liés au fibrome utérin. Et ces symptômes sont le plus souvent d'abord les saignements anormaux pendant les règles. C'est une femme qui aura des règles très abondantes qui vont durer plusieurs jours ou bien... Plusieurs jours, intervalle de combien de jours? Oui, peut-être 10 jours, 2 semaines ou même plus. De règles? De règles. Ok. Et des règles très abondantes. D'accord. Ou bien c'est une femme qui va saigner entre les règles, c'est-à-dire qu'elle a les règles pendant une semaine et 3 ou 4 jours après va encore recommencer par saigner. Voilà. Donc ce sont des motifs de consultation pendant lesquels on découvre que c'est dû à un fibrome. Ou bien cette dame peut venir pour des douleurs pelviennes, des douleurs au bas-ventre très fortes ou des douleurs pendant les rapports sexuels ou des douleurs pendant les règles ou des douleurs pendant la défécation, c'est-à-dire quand elle va au ciel, elle a très très mal, ou des douleurs pendant la miction. Quand elle veut faire pipi, elle a très très mal parce qu'il y a des fibromes qui compriment la vessie. Ok. Ou bien c'est une femme qui va venir, bon, le plus rarement, ça c'est assez rare, pour des phlébites, c'est-à-dire de grosses jambes qui sont dues à une compression des veines par les fibromes. Quand les fibromes sont très gros, ils peuvent comprimer Ça, je les n'ai pas veines. encore compris. Vous avez parlé de grosses jambes, c'est-à-dire? Grosse jambe, c'est-à-dire que la jambe de la patiente est grosse et fait mal. On parle de thrombophlébite. Ok. Et en fait, c'est dû à une compression des grandes veines, les veines iliaques qui sont au niveau latéralement de l'utérus, qui sont au niveau du pelvis, sont comprimées parce que les fibromes sont très gros et compriment les veines. Alors le retour veineux qui quitte les pieds vers le cœur ne se fait plus. Ok, d'accord. Et le sang s'accumule dans les pieds et ça se transvase vers les tissus au niveau des jambes et ça fait de grosses jambes. Wow. Mais bon, c'est des complications qui sont quand même assez rares parce qu'il faut que le fibrome soit très très gros pour donner cette compression-là. Et avant ça, bon, la plupart du temps, elles viennent déjà en consultation avant que ça n'arrive là, mais dans les zones reculées, on voit encore ces choses-là. Voilà, et déjà, c'est de savoir à partir de quel âge les femmes, compris entre quel âge, peuvent déjà commencer à faire du fibrome utérin. Alors, les femmes peuvent avoir des fibromes utérins dès la puberté. Avant la puberté, ce n'est pas possible. Parce que comme on l'a dit plus tôt, le fibrome utérin est sensible aux hormones, aux oestrogènes, à la progestérone. Et ça, avant la puberté, ce n'est pas possible. Voilà. Mais dès que la femme est à la puberté, par contre, il faut un petit délai. Il y a un petit délai entre le début de la puberté et la survenue de fibromes. Parce qu'il faut que le muscle utérin soit déjà sous la pression de ces hormones pendant un bout de temps avant qu'on puisse avoir un développement de ces boules qu'on appelle fibromes. Merci. Et on va chercher à savoir quelles sont les conséquences, les complications lorsqu'on souffre d'un fibrome utérin. Alors, les complications reviennent un peu aux symptômes. D'accord. Oui, parce que, comme on l'a dit, ces fibromes peuvent entraîner des saignements anormaux, comme on l'a dit, parfois très abondants, et qui peuvent entraîner une anémie sévère chez la patiente. Et si on ne fait rien, elle peut même mourir de cette anémie, parce que rien ne remplace le sang. Voilà. On peut aussi avoir des douleurs, comme on en a déjà parlé, des douleurs bas-ventre, des difficultés d'aller au ciel, une envie fréquente de faire pipi. On peut aussi avoir l'infertilité. L'infertilité. Dont on n'a pas parlé. Voilà. Les fibromes peuvent entraîner une infertilité et c'est d'ailleurs pourquoi ça devient un problème de santé publique parce que vu la fréquence des fibromes, ces fibromes sont devenus vraiment une cause assez importante d'infertilité de nos jours. Mais c'est à quel moment, quand est-ce que, je sais pas, c'est-à-dire je voudrais savoir
à partir de quel moment le fibrome a atteint, voilà, quel moment en réalité, pourquoi on commence par parler d'infertilité chez celles qui en souffrent? Alors, l'infertilité, c'est l'incapacité d'obtenir une grossesse. Voilà. Donc, il n'y a pas un délai pour qu'on parle d'infertilité. Le myome, la plupart du temps, les fibromes qui entraînent l'infertilité, c'est les fibromes qui sont développés dans la cavité. Parce qu'en réalité, il y a 3 types de localisation des fibromes. Il y a le fibrome qui est dans le muscle. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est né dans le muscle, il reste dans le muscle. Là, c'est les fibromes intramuraux. Nous avons les fibromes qui naissent dans le muscle, mais qui se dirigent vers la cavité. Là, c'est des fibromes sous-muqueux. Ok. Et il y a d'autres qui vont maintenant vers l'enveloppe que j'ai appelée la séreuse. C'est les fibromes sous-séreux. Donc, en réalité, ceux qui entraînent l'infertilité, c'est les fibromes sous-muqueux. Parce qu'ils vont empêcher l'anidation de l'œuf fécondé, ou bien ils vont entraîner des fausses couches, parce qu'ils ne permettent pas à la grossesse d'évoluer. Donc, c'est ces fibromes-là qui sont dans la cavité utérine qui sont cause d'infertilité. Alors, quand est-ce que la chirurgie intervient dans le cas de fibrome utérin? Avant d'aborder ça, je vais finir avec les complications des fibromes, parce que je parlais de ça. Nous avons aussi les complications pendant la grossesse. Fibrome et grossesse. On peut bien avoir des fibromes et tomber enceinte et garder sa grossesse. Par contre, il y a des complications qui peuvent survenir pendant cette grossesse. Déjà au premier trimestre, j'ai parlé des fausses couches qui peuvent arriver très tôt. Ou au deuxième trimestre ou au troisième trimestre, c'est déjà les accouchements prématurés. Ou le placenta qui peut s'insérer pas à sa place normale. Ou la position du fœtus qui peut être vicieuse. C'est-à-dire qu'au lieu que le fœtus soit en position verticale, la tête vers le bas, ça ne se fait pas comme ça parce que le fibrome entraîne une déformation de l'utérus. Donc, du coup, le fœtus peut se présenter en transversal. Voilà, tout ça, c'est des complications. Ou après l'accouchement, c'est des saignements très, très importants qui peuvent même mettre en jeu le pronostic vital de la mère. Parce que l'utérus n'arrive pas à se rétracter comme il faut à cause de la présence des fibromes dans le muscle. Donc tout ça, ça fait partie des complications des fibromes. Alors, donc je rebondis sur votre question par rapport à la chirurgie. Alors, quand est-ce que la chirurgie intervient? C'est surtout quand il y a des symptômes. D'accord. Quand le fibrome est asymptomatique, on ne fait rien. On surveille. On n'agit pas parce que c'est une tumeur bénigne. Elle ne va pas évoluer vers la malignité. Donc, on surveille tout simplement. Mais lorsqu'il y a des symptômes, alors là, la chirurgie devrait intervenir. La chirurgie interviendrait alors lorsqu'il y a des saignements très importants. Quand il y a des saignements importants, ça veut dire que le fibrome est à l'intérieur de l'utérus, c'est dans la cavité. Et ce traitement va dépendre de l'âge de la patiente, de son désir de grossesse ou pas, de la localisation du fibrome, comme on l'a dit. Donc, on a deux types de traitements chirurgicaux, je dirais, la myomectomie et l'hystérectomie. Donc la myomectomie, c'est aller enlever simplement les fibromes et l'hystérectomie, c'est aller enlever carrément l'utérus. L'utérus? Oui. Ça se fait aussi pour traiter les fibromes. Alors l'hystérectomie se fait quand la patiente ne veut plus de grossesse. Qu'elle a peut-être 45 ans, elle veut plus de grossesse et tout. L'utérus ne nous sert qu'à ça, qu'à garder la grossesse. Donc alors, on lui propose d'enlever l'utérus qui entraîne en même temps sa guérison complète. Maintenant, la myomectomie se fait dans les cas où la femme a encore un désir de grossesse
ou même si elles n'ont pas de désir de grossesse, il y a des femmes qui ne veulent pas perdre leur utérus. Bon, comme ça, psychologiquement, elles ne se sentent pas être sans utérus, même si elles ont 45 ans, elles ne se sentent pas. Donc, bon, dans ces cas, on est obligé d'aller quand même enlever les fibromes, tout en sachant qu'il y a une récidive possible dans les 4 ou 5 années qui suivent. Voilà. Ok, donc, bon, déjà, vous avez dit que les fibromes utérin n'ont pas de cause, mais je voudrais quand même savoir, est-ce que c'est une maladie qu'on peut prévenir aujourd'hui? Bien sûr, on ne peut pas parler de prévention. Par contre, comme il n'y a Oui, pas une cause voilà. qui soit identifiée, on ne peut pas parler de prévention. Mais Oui. néanmoins, je dirais que dès qu'on on peut pas faire la prévention primaire, c'est-à-dire on ne peut pas éviter que le fibrome arrive. Par contre, on peut faire la prévention secondaire. C'est que dès qu'on a le fibrome, on peut surveiller, faire des consultations gynécologiques assez, quand je dis fréquentes, c'est au moins une fois par an, pour voir comment évolue ce fibrome-là, pour ne pas attendre les symptômes graves avant de venir. Donc, c'est la prévention secondaire qu'on peut vraiment faire en cas de fibrome. Voilà, merci. C'est vrai que quand on avait déjà parlé du traitement, vous avez parlé de la chirurgie qui faisait déjà partie du traitement. D'accord, mais déjà, est-ce qu'on peut, même après les interventions, on peut véritablement guérir du fibrome? Oui, bien sûr. On peut guérir du fibrome lorsqu'on fait l'hystérectomie, comme je vous l'ai dit. Oui. C'est-à-dire qu'on enlève l'utérus, c'est fini. On n'a plus de fibrome, jamais. Parce que le fibrome est lié à l'utérus. Bon, parce qu'il y en a qui disent que, bon, que même si on fait l'opération, la chirurgie et tout, qu'on n'arrive pas à guérir des fibromes, que ça reste toujours là et tout. Il y en a qui C'est dans les cas où, critiquent. oui, c'est dans les cas où on enlève les myomes, comme je Ok. viens de le dire. Quand on fait la myomectomie, la récidive est possible. La D'accord. récidive est possible, et fréquente d'ailleurs, dans les 4 à 10 ans qui suivent. On peut encore avoir des fibromes. Parce que la myomectomie, bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs voies. Il y a l'hystéroscopie, qui est une voie pour aller enlever le fibrome. C'est une petite caméra qu'on met dans le vagin par le col qui va dans l'utérus et qui permet de voir sur un écran la cavité utérine et qui permet de voir le fibrome dans la cavité. Et à l'aide d'une anse, on enlève par copeaux et on enlève tout le myome. Ça, c'est la première façon d'enlever. La deuxième façon, c'est la cœlioscopie qui permet de faire toujours par des petites incisions sur le ventre. On met une petite caméra qui nous permet de voir sur un écran ce qui se passe dans le ventre. Et avec des petites pinces, on arrive à aller enlever le fibrome. Et on le sort par ces orifices-là après l'avoir découpé dans le ventre. Donc cette méthode, elle est mini-invasive, moins de douleur, moins de durée d'hospitalisation, mais elle ne peut pas être utilisée dans tous les cas. Il faut que les fibromes ne soient pas plus que 4 et que leur taille ne dépasse pas 13 cm au total. Donc, quand les fibromes sont très nombreux et très gros, là, on passe par la voie laparotomique, c'est-à-dire qu'on va ouvrir comme une césarienne. Voilà. Et on enlève les fibromes et on fait l'hémostase et on ressort. Donc, quand on enlève les fibromes de cette façon, tant qu'il y a les hormones, parce que la patiente a toujours les hormones, elle a toujours les règles, le cycle est toujours là, les ovaires sont là. Tant qu'il y a les hormones, le muscle est toujours là. Après plusieurs années, ces fibromes peuvent revenir. Donc, en réalité, la seule façon de dire qu'on est guéri totalement, c'est d'enlever l'utérus. Et là, il n'y a plus de fibromes. D'accord. Alors, en dehors de la chirurgie aujourd'hui, quel traitement proposez-vous aux femmes qui souffrent du fibrome utérin? Alors oui, il y a des traitements médicaux. Par contre, ces traitements médicaux n'enlèvent pas les fibromes. C'est-à-dire ne font pas disparaître les fibromes. C'est des traitements que habituellement on met avant d'aller à la chirurgie dans certains cas. Il y a par exemple déjà
quand une femme vient, elle saigne depuis peut-être plusieurs années, très abondant et tout, elle est dans un état d'anémie. Elle a une anémie sévère et avec cette anémie sévère, on ne peut pas aller l'opérer au risque de voir son cœur s'arrêter. Donc, on va d'abord essayer d'arrêter ces saignements et de faire remonter son taux d'hémoglobine avant d'aller l'opérer. C'est dans ces cas qu'on met des traitements médicaux. Et les traitements médicaux, c'est essentiellement les modulateurs des récepteurs de la progestérone qu'on appelle SMIA. Oui. C'est une molécule qui est sortie en Europe il y a quelques années, mais que malheureusement, ils ont encore retiré du marché en France en 2020 et qui diminue la taille des fibromes, qui permet de diminuer la taille des fibromes et de limiter totalement leur effet hémorragique. Et dans ces cas, la dame rapidement retrouve son taux normal avant d'aller être opérée. Mais ce médicament, ils ont constaté que ça entraîne des insuffisances hépatiques, c'est-à-dire insuffisance du foie très sévère. Donc, ils ont dû l'enlever du marché en France. Mais je pense qu'en Belgique, ils continuent de l'utiliser tout en contrôlant le foie. Mais chez nous, on ne l'a pas. On l'a pas ici. Ce que nous, on utilise ici, c'est les agonistes de la GnRH. On appelle le décapeptyle. C'est ce que nous, on a ici. Et ce décapeptyle, il bloque tout ce qui est sécrétion d'œstrogène et progestérone dans votre corps. Tout est bloqué pendant la durée du traitement. Ça permet à la dame de ne plus avoir de règles du tout pendant 3 mois. Et rapidement, elle retrouve son taux normal. Donc, vous voyez, c'est des traitements, en fait, qui permettent juste d'améliorer l'état général de la femme avant l'intervention. Ça ne fait pas disparaître les fibromes. Ouais, non. Bon, il y a d'autres traitements, les antidouleurs, il y a les acides qu'on connaît, l'acide tranexamique, qui permet de diminuer le flux de sang quand on a les règles. Voilà. Donc, c'est des traitements qui ne sont pas qui sont pas dirigés directement sur le fibrome, mais qui permettent juste d'accompagner cette dame par rapport aux symptômes qu'elle ressent. Alors, vous avez parlé de la chirurgie, vous avez parlé des médicaments pour arrêter les douleurs. Aujourd'hui, est-ce que tout Béninois, toute femme qui souffre du fibrome peut vraiment se procurer de ces traitements-là? Je veux parler en fait du coût de traitement des fibromes utérins. Ouais, bon, le coût... Oui, par exemple, quand on parle du décapeptyle, qui est le médicament qui bloque les ovaires pendant 3 mois, et c'est un peu... Le coût est un peu élevé. Je pense que c'est dans la centaine de mille, une ampoule. Et c'est une ampoule par mois. Donc, pendant 3 mois, vous voyez, ça fait déjà 300 000. Et c'est un traitement qu'on n'utilise pas à long terme parce que ça entraîne beaucoup d'effets secondaires après. Mais c'est quand même 300 000 pour les 3 mois, c'est pas rien. Et par rapport aux antidouleurs, bon, les antidouleurs, c'est pas trop cher, ça c'est dans 4 000, 3 000, voilà, ça c'est les antidouleurs. Et non, la chirurgie, oui, ça dépend du lieu où vous faites aussi la chirurgie, si c'est en privé ou dans le public. Voilà, dans le public. Dans le public, je pense que ça tourne autour de 300 000. Et dans le privé, c'est un peu plus cher. 400, 500. Ça dépend. Ça peut aller au million, selon. Voilà. Donc, en réalité, bon, c'est vrai que ça revient quand même un peu cher, hein, pour... si je prends une femme qui est dans le village, qui fait de l'agriculture aujourd'hui, fait de la chirurgie de plus de 300 000. C'est pas facile. Non, ça c'est l'hystérectomie. La myomectomie, c'est 120 000, je pense, dans le public. 120 000. Mais ça dépendra du taux, en tout cas, de ce qu'elle a aussi comme fibrome utérin aussi pour pouvoir lui attribuer un traitement, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ce n'est pas le nombre de fibromes qui compte, mais c'est la localisation du fibrome et les symptômes qui sont associés. On peut avoir un seul fibrome qui est, par exemple, dans la cavité, un seul. Tout petit, 3 cm, mais qui fait tellement saigner qu'on est obligé d'aller l'enlever. Voilà. Ou on peut avoir un seul fibrome qui est très gros, qui a 10 cm, mais un seul.
mais qui a 10 cm, quoi, et qui entraîne beaucoup de symptômes, des douleurs très, très importantes. Voilà. Et là, on est aussi obligé d'aller l'enlever. Donc, c'est pas le nombre qui compte, c'est la localisation et la taille. Voilà, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de prodiguer quelques conseils à nos auditeurs et auditrices pour quand même essayer de vivre avec, comment en tout cas vivre avec les fibromes utérins. Ok, je vous remercie vraiment de m'avoir donné cette opportunité d'échanger à propos de ce thème qui est vraiment devenu un point de santé publique, vu la fréquence de ce fibrome utérin dans la population, surtout africaine. Bon, ce que moi j'ai à dire à nos chères sœurs, c'est déjà de ne pas s'en faire, de ne pas avoir peur du fibrome. Dès qu'on leur dit « Ah, vous avez le fibrome », elles disent « Mais elles ne t'écoutent même plus en fait, elles ne font que parler. Ah, vous avez parlé de fibrome, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Elles ont peur en fait que ça dégénère, que ça devienne un cancer. J'aimerais dire à ces femmes de ne pas avoir peur. Le fibrome ne devient jamais un cancer. C'est totalement bénin. C'est déjà ça. Deuxième chose, lorsqu'elles sont diagnostiquées, j'aimerais vraiment qu'elles évitent de se dire qu'il faut que j'aille vers les traitements traditionnels. Je n'ai rien contre les traitements traditionnels, mais il y en a qui ont vraiment des symptômes très importants et on leur dit il faut faire la chirurgie, mais elles préfèrent aller vers les traitements traditionnels. Elles vont perdre du temps et les fibromes augmentent de taille pendant ce temps-là et elles reviennent vers toi 4, 5 mois, 6 mois après. Je trouve que c'est une perte de temps. Je pense qu'il faut vraiment oublier ces traitements traditionnels qui vous disent que ça va enlever, faire disparaître les fibromes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de traitement qui fasse disparaître. En tout cas, de nos jours, la médecine évolue. De nos jours, il n'y en a pas. Donc, écoutez vos médecins, faites ce qu'ils vous disent. Ce n'est que ça qui pourra vraiment vous aider à aller mieux. Voilà, merci chère dame, vous l'avez compris, on peut vivre avec les fibromes utérins, ça dépend de la localisation et surtout, il faut aller vers les agents de santé pour qu'ils vous donnent les meilleurs conseils. Ne faites pas l'automédication, rapprochez-vous des gynécologues, allez à l'hôpital pour savoir de quoi vous souffrez réellement et je pense que la guérison viendra par la grâce de Dieu. Et bien, c'est tout pour ce numéro de santé de la mère, santé de l'enfant de ce lundi. Merci, chers auditeurs, d'être restés avec nous. Docteur Rachel Allé, merci à vous d'être passé par ici pour partager ces différentes observations avec nos auditeurs. Allez, à lundi prochain. Ciao, ciao.